Salut Internet! Il y a pas longtemps, j'ai vu passer que Matteo Messina Denaro s'était fait gauler. Et Matteo, j'en avais parlé dans une vieille vidéo de décembre 2015. Déjà, big up à ceux qui étaient déjà abonnés à cette époque-là, vous pouvez vous manifester en commentaire. À cette époque, c'était l'un des gars les plus recherchés du monde. Je me suis dit que c'était clairement la bonne occasion pour me mettre à jour sur ceux qu'on appelle les Most Wanted. Et j'ai bien eu raison, parce qu'en 8 ans, je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses dans le monde du crime. Mais j'ai aussi eu envie de me plonger, cette fois-ci, sur les personnes les plus recherchées de l'histoire. Et vous allez voir, je n'ai pas été déçu. C'est parti, Internet. William Bradford Bishop est la preuve que l'habit ne fait pas le moine. Bishop, le moine, elle est subtile celle-là. Laissez-moi vous présenter notre protagoniste du jour. En apparence, Bradford, c'est un chic type. Il est diplômé de plusieurs universités, dont Yale, et parle accessoirement 5 langues. Il a servi dans l'armée en tant qu'agent de contre-espionnage, puis a intégré le service extérieur des États-Unis, une belle carrière diplomatique qui l'amène à pas mal voyager, à savoir camper comme un pro, à piloter des avions. Côté perso, ça allait plutôt bien. Il avait une femme qui connaissait du lycée, 3 fils. Voilà, en apparence, Bradford, il avait une vie plutôt cool. Enfin ça, c'était avant que la roue tourne, le 1er mars 1976. La promotion qu'il voulait lui passe sous le nez. Comme il a un petit peu le seum, il préfère prendre son après-midi et rentrer chez lui, histoire de digérer tout ça. Enfin ça, c'est ce qu'il a dit à sa secrétaire. En réalité, il aurait acheté un bidon d'essence, une pelle, un marteau, et il est rentré chez lui dans le Maryland. Je vous épargne les détails, il liquide toute sa famille. Le lendemain, il enterre les corps à plus de 400 km de là, avant d'aller s'acheter des baskets à Jacksonville. Non, c'est important de préciser parce que c'est la dernière trace qu'on a de Bradford. Faut dire qu'il avait tout pour réussir sa disparition et sa cavale. Une formation à la James Bond et surtout une semaine d'avance sur les flics, ce qui lui aurait même permis d'utiliser son passeport diplomatique. Ça fait 47 ans que ça dure, quasi un demi-siècle. Il y a bien eu des témoignages qui disent l'avoir vu par-ci par-là, aux États-Unis, en Europe. Mais dans le lot, il y en a eu que 2 ou 3 vraiment intéressants, notamment celui d'une femme qui a bien connu la famille Bishop et qui aurait croisé Bradford dans une gare à Bâle en 94. En 2014, le FBI inscrit Bishop sur sa liste des 10 hommes les plus recherchés. À ce moment-là, on est 38 ans après le drame et ça donne rien du tout. Mais nouveau rebondissement, en 2021, c'est assez récent, alors que Bishop n'est même plus dans le top 10. Cette femme, Cathy, qui a été adoptée, cherchait à connaître son histoire. Eh bien, son ADN a matché avec celui de Bradford. C'est son père! Non mais cette découverte a complètement changé l'axe de l'enquête, parce qu'elle est née avant les autres enfants de Brad. Pour info, aujourd'hui, il serait âgé de 87 ans et pourrait ressembler à ça. La récompense pour toute information pouvant mener à son arrestation est de $100 000. La récompense pour la capture de cette femme est aussi de 100 000 balles selon le FBI. Ruja Plamenova Ignatova est une femme d'affaires germano-bulgare qui est considérée comme la femme la plus recherchée au monde, et ce pour une très bonne raison. Elle a arnaqué pas moins de 3 millions de personnes, et le préjudice est assez élevé, plus de 4 milliards de dollars. C'est insensé. Et autant vous dire que quand tu te casses avec l'équivalent du PIB de la Barbade, on n'a pas forcément envie de te laisser faire, hein. Les gens ont envie de te retrouver, c'est normal. Elle est connue dans le monde de la crypto-monnaie comme la cofondatrice de OneCoin, une crypto qui s'est surtout avérée être une grosse pyramide de Ponzi, c'est-à-dire un montage financier frauduleux que vous pouvez imaginer comme une pyramide. Tu demandes à un client potentiel d'investir dans ta société en lui promettant des taux d'intérêt hyper avantageux. Le client te donne son argent, mais au lieu de l'investir comme promis, tu l'utilises pour payer les intérêts de tes clients les plus anciens. Évidemment, au passage, t'en prends un petit peu pour toi, faut pas déconner non plus. Et ainsi de suite tant que ça marche. Parce que évidemment, quand il y a plus de nouveaux clients, tu peux plus payer les anciens, ça se casse la figure, c'est le moment de partir avec tout l'argent quoi. On comprend pourquoi Ruja n'a pas très envie d'être retrouvée. Elle avait promis aux gens de s'enrichir vite, facilement et sans rien faire, donc forcément le discours fut très bien reçu. Mais dès 2015, des critiques ont commencé à émerger et plusieurs avertissements ont été émis à l'encontre de la société. Les autorités de plus de 25 pays ont alerté sur les risques que représentait OneCoin. En 2016 déjà, l'Italie considérait OneCoin comme une pyramide de Ponzi. Des poursuites ont donc été engagées contre Ruja et son frère, qui a en 2019 plaidé coupable pour fraude et blanchiment d'argent. Et pendant que le frérot était en train de plaider coupable, Ruja elle a disparu quoi, elle s'est cassée. Elle a été aperçue pour la dernière fois à l'aéroport d'Athènes et est sous le coup de 8 chefs d'accusation. Depuis mai 2022, elle est dans la liste d'Europol des fugitifs les plus recherchés et dans celle du FBI depuis juin 2022.
Vous vous rappelez de Félicien Kabuga? Je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo sur les hommes les plus recherchés. Eh bien, il a été arrêté en 2020. Et faut bien comprendre que son arrestation, c'est une réussite dans un océan d'échecs. Parce que je peux vous dire qu'attraper et faire comparaître les responsables du génocide au Rwanda, c'est aussi compliqué que de trouver une PS5. Surtout d'ailleurs si ces criminels sont protégés par leur état d'accueil. C'était le cas de Proté Mirania, l'ancien commandant de la garde présidentielle en fonction lors du massacre de masse. Et comme à l'époque, je vous renvoie vers de super vidéos sur ce thème qui rentrent vraiment en profondeur dans la compréhension de ce génocide. Une fois que vous avez le fond, on se replace dans le contexte. Le massacre a démarré et Proté Mirania a lui participé à l'assassinat de ministres. Le chaos ne s'est arrêté que quand le FPR, le Front Patriotique Rwandais, grosso modo des opposants exilés, a repris le pouvoir avec en chef de file Paul Kagame. Ce dernier s'est appliqué avec l'ONU à poursuivre les génocidaires. Et là, c'est le moment où Proté se fait la malle. D'abord au Cameroun, puis dans l'actuelle République démocratique du Congo, où il continue de se mobiliser pour lutter contre le FPR. Il finit par se réfugier au Zimbabwe, où l'ancien président, Robert Mugabe, a assuré sa planque. Durant ses 12 ans de cavale, il se faisait appeler Alain Irois. Et si je parle de 12 ans, c'est qu'elle a bien pris fin, mais il s'est pas fait choper. Non, il est mort au Zimbabwe en 2006, d'une crise cardiaque provoquée par la tuberculose. Et il a été enterré sans souci, sous une fausse identité, avec cérémonie, pendant laquelle d'ailleurs sa femme est venue exprès du Royaume-Uni. Et évidemment, l'ONU et les autorités qui le recherchaient n'en ont absolument rien su. Je trouve ça quand même un petit peu bizarre, parce qu'en général, pour trouver quelqu'un, on surveille les proches. C'est le premier truc qu'on t'apprend quand tu regardes un film policier. Mais dans ce cas précis, le Zimbabwe a fait écran et a protégé le fugitif et sa dépouille. Ils ont su qu'il était 6 pieds sous terre grâce à des tests ADN en mai 2022. 16 ans de recherche pour rien. En Inde à la découverte de ce monsieur, Om Prakash. C'est très loin d'être le pire de cette vidéo, mais niveau audace, il atteint des sommets, vraiment. Om est originaire de l'état d'Haryana, au nord de l'Inde. Il a été militaire avant d'être licencié en 88 pour ne pas s'être pointé en service pendant 4 ans. Il est aussi connu pour avoir commis quelques larcins, une machine à coudre, une moto, un scooter. Bon, pas de quoi en faire l'homme le plus recherché du pays, quoi. C'est en 92 qu'il passe un nouveau cap. Avec un complice, alors qu'il tentait de voler un homme à vélo, ce dernier a résisté et Om lui aurait mis un coup de couteau. Son collègue finit en prison, mais lui parvient à s'enfuir et disparaît dans la nature. Enfin, ça c'est ce qu'ont conclu les flics à l'époque. En réalité, Om passe 1 an à se cacher dans des temples au sud de l'Inde avant de reprendre sa petite vie dans l'état d'Uttar Pradesh, littéralement à côté de sa région de naissance où il est recherché. Si ça c'est pas de l'audace, je sais pas ce que c'est. Vraiment, dites-vous, il vit tranquille, à découvert. Il s'est marié en 97 alors que il était déjà marié avec une autre femme. Il a fait plusieurs tafs comme conducteur et, tenez-vous bien, acteur. Dans 28 films, le mec n'a peur de rien. Alors ok, c'était des films à petit budget, mais quand même, certains ont été vus des millions de fois sur YouTube. Bon, les gars, c'est quoi le pire qui pourrait m'arriver? Qu'on me reconnaisse dans les... non, mais attendez. Faut dire qu'en Inde, les autorités communiquent pas des masses entre chaque état. Il avait donc pas grand chose à craindre. Et pourtant, c'est pas faux de l'avoir signalé comme une personne en fuite. Il a poussé le bouchon jusqu'à faire des allers-retours dans son bled natal pour voir sa famille. Finalement, il s'est fait délicatement cueillir en 2022 dans sa maison après 30 ans de cavale. Si on peut appeler ça comme ça, finalement, ça m'a pas l'air d'être vraiment une cavale difficile à vivre. Et c'est même pas à cause des films qu'il s'est fait gauler, mais parce qu'il a rempli sa carte d'identité en indiquant le vrai nom de son père. Ça, c'est pas très smart. Game over pour Om Prakash. Et petit aparté, regardez-moi cette photo de l'arrestation. On dirait qu'ils ont capturé un animal, c'est hyper cringe. Si je vous dis les affranchis, les infiltrés, le parrain, vous pensez sûrement à la mafia, la prohibition, peut-être même aux gangs. Et si vous aimez comme moi ces chefs-d'œuvre, vous allez sûrement apprécier l'histoire de Thomas James Holden. Nous sommes en 1926, près de Chicago. Le gang Holden Keating est en train de réaliser l'un de ses plus grands méfaits, le détournement d'un train de l'US Mail, l'équivalent de la Poste, et le vol de 135 000 $ de l'époque. Ça représente plusieurs millions de nos jours. Avec l'argent en poche, ils s'évanouissent dans la nature pendant 2 ans avant de se faire attraper en 1928. James Holden et Francis Keating prennent une bonne grosse sentence, 25 ans ferme. Évidemment, en bons malfrats qui sont, il y a aucun monde où ils restent prostrés à attendre la fin de leur peine. En 1930, petit tour de magie, comme dans le Prestige, ils disparaissent de prison. Et hors de question de faire profil bas. Dès qu'ils sont sortis, ils reforment un autre gang à Saint-Paul dans le Minnesota. Là, ils reprennent les affaires, ils font des casses, quelques gros coups et vivent leur meilleure vie, mais sont arrêtés en 1932 alors qu'ils jouaient tranquillement au golf à Kansas City, ville juste à côté
côté de la prison dont il s'était échappé. Encore une fois, on est sur un niveau d'audace assez spectaculaire. Bon, là, il croupisse en prison pendant un paquet d'années, et pas n'importe où, à Alcatraz. En même temps qu'Al Capone d'ailleurs. Holden est libéré en 47, et l'histoire n'est pas finie. En 49, il vrille totalement, il dézingue sa femme et ses beaux-frères lors d'une dispute familiale, retour en cavale. Il est recherché de partout, et en 1950, comme il était quand même légèrement dangereux, hein, le bonhomme, mais le FBI en fait le premier homme à figurer sur la toute première liste des 10 personnes les plus recherchées. Démarche qui a porté ses fruits grâce à la photo fournie avec l'avis de recherche d'Holden. Un homme le reconnaît dans l'Oregon, contacte la police, et cette fois-ci, c'est la perpétuité pour Thomas, qui meurt en cellule en 53. Le soir du 23 novembre 1962, un groupe armé débarque dans une station-service avec des collants sur la tête et dit, dans les grandes lignes, « Fuffy est un hold-up! File-nous la thune! On est ultra dangereux! On a des collants sur la tête! Fais pas le ouf, hein !» Et puis, il tire sur Walter, l'employé. L'homme est laissé pour mort alors que les malfrats sont partis s'enfiler des cheeseburgers. Ils se font choper 2 jours après et sont tous inculpés pour meurtre en 1963. Parmi eux, il y avait George Wright. Et c'est lui qui nous intéresse dans cette histoire. En 70, George s'échappe avec d'autres détenus de la prison d'état de Leesburg. Il pique la caisse du gardien et file à Détroit rejoindre des groupes affiliés aux Black Panthers. 2 ans plus tard, George refait des siennes et il y va pas de main morte. Il détourne avec des complices le vol 841 de Delta Airlines déguisé en prêtre. Il monte à bord sous l'identité du révérend Larry Darnell Burgess. Et dans sa Bible, il planque une arme de poing. Les contrôles de sécurité à l'époque, c'était pas encore... Le pirate de l'air menace le commandant de bord et exige que l'avion soit posé et que les agents du FBI sur place viennent le rejoindre en petit slip bien moulant pour lui livrer une rançon de $1 million. Le petit groupe fait évacuer les 86 passagers, mais garde sous le coude l'équipage et détourne l'avion jusqu'en Algérie. Arrivés à Alger, ils sont placés en garde à vue et les autorités renvoient la thune outre-Atlantique. Mais ça ne va pas plus loin pour nos Jack Sparrow aériens. L'Algérie les accueille même plutôt bien. Je sais, dit comme ça peut paraître étrange. Pour résumer vraiment vite fait, l'Algérie soutenait la lutte afro-américaine. En 76, ses complices sont arrêtés en France et tous condamnés, mais pour Wright, tout est all right, parce qu'il a fait son bonhomme de chemin, le gars. Il est passé par la France, la Guinée-Bissau et a atterri au Portugal. Là-bas, il s'est réinventé une petite vie, tranquille, sans faire aucun débordement. Il a pris le nom de José Luis Jorge dos Santos. Il a épousé une traductrice, a eu 2 enfants, il a fait quelques petits jobs, mais clap de fin en 2011, il est attrapé au Portugal après 41 ans de cavale. Le FBI a remonté sa trace en comparant les empreintes digitales de la prison du New Jersey et celles présentes sur la carte d'identité portugaise de George. Les États-Unis ont exigé qu'il soit extradé, mais ça a été refusé par le Portugal, au motif que José est maintenant un citoyen portugais, qu'il a rien fait depuis 40 ans. Il est donc libre. Par contre, je serais lui, je sortirais pas du Portugal, parce que le FBI risque vraiment de lui tomber dessus à n'importe quel moment. El Chapo a été arrêté en janvier 2021 à Amsterdam. Et là, je vous vois venir, hein. Mais attends, Doc Seven, du coup, tu nous as mytho dans ta vidéo sur les cafettes et les tunnels secrets. Alors, déjà, arrêtez de parler avec cette voix, c'est insupportable. Mais Doc Seven, c'est ta propre voix, fais pas ça. Je vous ai dit d'arrêter. De toute façon, je vous parle pas de Joachim Guzman, mais bien du El Chapo d'Asie. C'est Chilop, un narcotrafiquant sino-canadien recherché par Interpol depuis 2019. Mais alors, le bon de Tsetse, qu'est-ce qu'il a fait de notable pour être comparé à l'un des barons les plus célèbres au monde? Eh bien, pas mal de choses en fait. Trafic de drogue à travers le monde, copinage avec les Yakuza, des gangs d'Australie, des mafias libanaises, italiennes, et même avec des gangs de motards australiens et néerlandais. Mais il est surtout connu pour avoir dirigé Samgor, un syndicat du crime international. Et on parle pas du petit syndicat chargé de griller les saucisses les jours de manif, hein. On parle d'un syndicat qui regroupe les plus grosses triades et organisations criminelles parmi les plus influentes d'Asie. Ouais, parce que, Tsetse, c'est pas un débutant, hein. Et valait mieux pas lui faire prendre la mouche à Tsetse, hein. Les premières informations que l'on trouve sur sa jeunesse sont liées à sa vie de mafieux. Il a été membre du Big Circle Gang avant d'immigrer à Toronto, au Canada, et d'y développer une succursale de l'organisation. Et après 9 ans passés derrière les barreaux, il est libéré sous surveillance en 2006, mais Chilop repasse sous le radar et revient à ses bonnes vieilles habitudes. Du coup, la police le cherche encore. Parce que développer une organisation qui aurait contrôlé entre 40 et 70% du marché de méthamphétamine en Asie-Pacifique et qui participait au trafic d'héroïne, de kétamine, de drogue synthétique, ça irrite un petit peu les autorités. Bon, mais maintenant que je vous ai dit tout ça, si Tse Chilop est aussi important que Guzman et Escobar, pourquoi n'est-il pas aussi connu? Parce que Tse n'est pas comme tout le monde. Il aime profiter de tous les avantages de son business, la célébrité en moins. Mais tu sais, la discrétion, ça marche 5 minutes. Surtout quand tes gardes du corps sont des kickboxers thaïlandais ou que tu claques 66 millions de dollars au casino en une nuit et que tu réunis la moitié des mafias asiatiques ensemble. À un moment, c'est difficile d'être discret. Et c'est comme ça que Chilop a été arrêté à l'aéroport de
Schiphol aux Pays-Bas. Ça s'invente pas. Non, en vrai, ça se prononce Schiphol, mais c'est pas de ma faute. Son nom est une mine à jeu de mots incroyable. Quoi qu'il en soit, il se trouve en ce moment en Australie où il attend son procès. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon du crime vous a autant intrigué que moi, et qui sait, peut-être que dans 8 ans, je vous ferai une nouvelle update. À très vite, salut Internet.